Je pense qu'on peut démarrer. Bienvenue à tous et merci pour votre présence à ce comptoir sur l'IA générative et plus spécifiquement sur comment délivrer aujourd'hui tout en construisant pour demain. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Antoine Moreau et je lead l'équipe Data IA pour le secteur du retail et du luxe chez Octo Technologies. Je suis chez Octo depuis à peu près 4 ans. Et je travaille sur l'exploitation et la valorisation des données de nos clients, et notamment grâce à l'IA, et plus spécifiquement depuis 2 ans grâce à l'IA générative. J'ai accompagné plusieurs entreprises du CAC 40 sur ces thématiques, sur différents niveaux de maturité, sur différents secteurs, et donc avec différents enjeux et problématiques à l'intégration de ces technologies. Et j'ai également participé au développement d'un accélérateur interne sur l'IA générative que nous avons développé avec Google. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que l'IA générative est un levier de compétitivité assez énorme. On a tous été témoins de la vitesse à laquelle le grand public et les entreprises ont adopté ces technologies depuis 2 ans. Je connais assez peu de personnes qui n'ont pas encore utilisé l'IA générative. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous donner des éléments afin de maximiser la valeur que vous allez pouvoir créer grâce à l'IA générative. Et moi, l'une de mes convictions, c'est que créer de la valeur grâce à l'IA, c'est un objectif à 2 niveaux. Globalement, il y a créer de la valeur aujourd'hui dans le delivery opérationnel et les cas d'usage que nous allons livrer au quotidien. Et les enjeux, c'est de maximiser le retour sur investissement, d'accélérer le time to market. Globalement, c'est mettre en production des solutions d'IA générative qui sont les plus performantes possibles et l'objectif, c'est de faire ça le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est demain, c'est comment on construit une stratégie long terme, comment on construit des fondations solides qui vont nous permettre de favoriser l'émergence de nouveaux cas d'usage. Des nouveaux cas d'usage qui aujourd'hui ne sont pas forcément possibles, mais qui seront potentiellement possibles dans quelques années. Avec l'évolution des technologies, on voit que c'est un secteur qui évolue très vite. Donc voilà, c'est comment on construit des fondations solides qui vont nous permettre de favoriser l'émergence de ces cas d'usage. On a également un enjeu d'uniformiser et harmoniser les pratiques, ce qui va nous permettre de réduire les coûts, d'assurer la conformité, la sécurité des solutions qu'on va construire, mais également d'améliorer la scalabilité et la résilience de nos solutions. Globalement, cette stratégie long terme, elle va nous permettre de construire un écosystème qui va être favorable à l'utilisation de ces technologies et qui va nous permettre de maîtriser sereinement toutes ces technologies. Et les clés pour atteindre cet objectif, pour moi, ça réside dans 2 choses. La première, c'est comprendre tout cet écosystème, c'est comprendre les enjeux, identifier les freins qu'on va avoir et proposer des solutions à ces différents freins qu'on va rencontrer, ces différentes problématiques. Ça, c'est le premier niveau, c'est voilà, comprendre tout cet écosystème. Et le deuxième niveau, qui est primordial également, c'est lier les objectifs court terme, donc le delivery opérationnel, avec le long terme, donc la stratégie qu'on va mettre en place pour fournir un environnement favorable. Et dans cette présentation, donc, je vais vous parler de ces 2 éléments, la compréhension et le fait de lier les objectifs court terme et long terme. Et donc sur le premier palier, c'est quels sont, pour comprendre l'écosystème et comprendre, c'est important de comprendre les enjeux en fonction des différents niveaux de maturité qu'on va avoir. Toutes les entreprises ne sont pas au même niveau de maturité et donc il y a des enjeux en fonction de cela. Globalement, les différents niveaux que j'identifie, on peut représenter 4 niveaux. Le premier niveau, c'est l'acculturation. C'est globalement, on va tester et comprendre ces technologies. Ça va passer par de la formation, l'identification de cas d'usage et le fait de poser une roadmap pour délivrer ces cas d'usage. Ça, c'est la partie acculturation. Le deuxième niveau, c'est l'expérimentation. C'est qu'on a compris comment ça fonctionnait, on a potentiellement fait quelques POC et on va vouloir développer des cas d'usage, les mettre en production. Et là, l'objectif, ça va être d'accélérer au maximum le développement de ces cas d'usage. Et donc, ça passe par l'industrialisation et l'automatisation de ces cas d'usage. Le troisième niveau, c'est le passage à l'échelle. On a construit des cas d'usage, on les a développés, ils fonctionnent bien. On souhaite maintenant en mettre plusieurs en production et donc passer à l'échelle sur le nombre d'utilisateurs, le nombre de cas d'usage. Donc là, il va falloir harmoniser les pratiques, que ce soit les pratiques sur la stack technique, le cycle de vie de nos solutions, mais également mutualiser les ressources
Ouais, je vais en parler plus tard, mais quand on fait des solutions d'IA générative, ça peut vite coûter très cher hein, sur l'utilisation des LLM, des bases de données, etc. Et donc, le fait de mutualiser nos ressources, ça va nous permettre de réduire ces coûts. Et enfin, le dernier niveau de maturité, l'adoption. C'est comment on va transformer le métier de notre entreprise et nos métiers grâce à l'IA générative. Et ça passe par l'adoption des solutions qu'on a développées. Ça passe par la confiance qu'on crée auprès des utilisateurs et des engagements qu'on respecte avec ces solutions. Alors, ces 4 niveaux, ils ne sont pas séquentiels. Globalement, l'adoption, on la commence dès les premiers cas d'usage, mais c'est plutôt les niveaux de maturité sur lesquels on va investir du temps. Et le premier niveau, c'est tester et comprendre. Donc, comprendre cet écosystème et acculturer. Donc, ça va passer par de la formation. C'est comprendre comment voilà, le cycle de vie d'une solution d'IA générative, quelles sont les différentes briques, les usages qu'on peut en faire, les freins qu'on peut avoir. Première partie. Ensuite, on va pratiquer, c'est faire ses premiers proof of concept, ses premiers POV. Alors, le petit warning que je mettrai ici, c'est globalement, quand vous allez développer vos premiers POC, il va y avoir un effet waouh assez rapidement. C'est que vous allez prendre un petit nombre de données sur un faible périmètre, des données en général plutôt qualitatives, et ça va assez bien marcher, même très bien marcher normalement sur les premiers POC que vous faites. Le petit risque là-dessus, c'est que quand vous allez mettre en production, souvent, c'est pas la même chose. Donc, dans cette phase de pratique, commencez à identifier les problématiques que vous pourrez avoir en production et mesurer la faisabilité de ce POC en production. Donc, d'essayer de voir un peu plus loin et ne pas avoir un effet de déception quand vous déciderez d'aller plus loin sur ce POC. Et enfin, la troisième étape, c'est poser une vision et une roadmap. Donc, on va cartographier les cas d'usage, les prioriser en fonction de leurs valeurs et de leur faisabilité et définir une roadmap de développement pour ces cas d'usage, sur ces différents cas d'usage qu'on aura priorisés. Afin d'être à peu près tous au même niveau sur la compréhension du workflow de solutions d'IA générative quand on a des LLM et des RAG, ça va être important pour la suite de présentation. Je voulais faire un petit rappel. Globalement, quand on a une solution avec des LLM et des RAG, ça se divise en 3 étapes. La première, c'est organiser l'existant. C'est fournir des documents internes à notre LLM et à notre IA générative afin qu'elle puisse nous répondre sur des questions internes à notre entreprise. Donc, ces documents, on va les prendre. On va faire ce qu'on appelle du chunking, c'est les découper en plusieurs parties afin de les vectoriser avec un modèle d'embedding, c'est ce qui va nous permettre de vectoriser les documents, et de les mettre dans une base vectorielle. Cette base vectorielle pourra être utilisée par le LLM pour nous donner des spécificités à nos questions basées sur les documents qu'on aura intégrés. Le chunking, c'est un élément important, j'en reparlerai par la suite. Le fait de bien découper les documents, ça nous permet de garder la cohérence et le sens de ce document. Donc, c'est une étape aussi importante. La deuxième étape, globalement, on se met sur un chatbot qui est branché sur une base RAG. On va poser une requête. En tant qu'utilisateur, je pose une question à mon chatbot et cette question, on va elle aussi la vectoriser. Et ce qu'on va faire, qu'une fois qu'elle est vectorisée, c'est qu'on va aller faire une recherche de similarité dans notre base vectorielle afin de voir les documents qui sont les plus liés et qui vont nous permettre de répondre à la question qu'on a posée. Cette partie de recherche de similarité s'appelle le retriever. On va récupérer les documents qui sont les plus liés à notre question. Donc là, on se retrouve avec une question et un document qui a été récupéré qui va nous permettre de répondre à cette question. Et la troisième étape, c'est donc de donner ça à notre LLM textuel, à notre agent conversationnel via un prompt. C'est globalement un prompt, c'est quoi? C'est on va lui donner des instructions, on va lui dire basé sur cette requête et sur ces documents qu'on a remontés qui vont te permettre de répondre à la question, réponds à la question et potentiellement fournis-moi les références qui t'ont permis de répondre à cette question. Voilà pour le niveau 1, globalement, tester et comprendre. Le deuxième niveau, on a compris comment ça fonctionnait, on a priorisé des cas d'usage et on va souhaiter expérimenter et accélérer ces expérimentations. Et ça passe premièrement par le fait de s'outiller. S'outiller pour monitorer, dans un premier temps. Monitorer, il y a deux phases de monitoring. Il y a les phases d'expérimentation. C'est globalement, vous êtes en train de travailler sur votre cas d'usage, vous voulez améliorer les performances avant de le mettre en production. Et là, les enjeux sur cette phase de monitoring, ça va être le fait de collaborer.
En général, il y a plusieurs personnes, voire plusieurs équipes qui travaillent sur un cas d'usage, qui vont faire des expérimentations, et donc il faut qu'on soit en capacité de travailler à plusieurs sur ces expérimentations. La deuxième chose, c'est versionner. C'est que on va faire plein d'expérimentations avec différents modèles, différents paramètres, et il faut qu'on soit en capacité de versionner toutes ces expérimentations et leurs évaluations afin de ne pas avoir à les refaire plusieurs fois et pouvoir les reconsulter. Et enfin, toujours sur l'expérimentation, c'est comment on va customiser nos métriques afin qu'elles soient pertinentes pour les cas d'usage. Ça, c'est pour la partie expérimentation. Il y a une deuxième étape de monitoring avec des enjeux différents, c'est lorsque la solution est performante et qu'on l'a poussée en production. Là, on va monitorer pour d'autres raisons. On va monitorer avec des enjeux différents. Globalement, on va avoir des enjeux d'alerting et de déclenchement. Typiquement, si j'ai une solution qui tourne et que les performances se dégradent, je veux être alerté et potentiellement déclencher des actions qui peuvent être changer le modèle qui est en production, changer les paramètres, etc. On va avoir des coûts de monitoring aussi à gérer. C'est que globalement, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, par exemple, j'imaginais un chat GPT avec des centaines de millions d'utilisateurs, s'il devait monitorer toutes les interactions qui étaient faites, ça coûterait très cher. Donc, il faut réfléchir à comment on va échantillonner le monitoring qu'on va faire. Et pour finir sur la production, il y a un enjeu entre est-ce qu'on veut faire du monitoring en synchrone ou en asynchrone. C'est globalement, toujours pour rester sur le cas d'exemple d'un ChatGPT, est-ce que je vais monitorer toutes les réponses de ChatGPT et avant d'envoyer la réponse, je veux avoir la réponse de mon évaluation. Et ça, c'est une question pareil à gérer et ça va jouer. Si on veut faire en synchrone, en online, comme on dit, il va falloir avoir une latence très faible sur les évaluations. Ces deux phases de monitoring, d'évaluation, elles permettent d'évaluer des métriques fonctionnelles et des métriques techniques. Donc, fonctionnelles, c'est les performances, et techniques, ça peut être par exemple la latence. Et donc, il faut les définir. Une fois qu'on s'est bien outillé, il faut définir ces métriques. Définir ces métriques, c'est quoi? On va avoir les métriques de performance fonctionnelle. Je vous ai parlé juste avant de la partie génération. Donc le LLM reformule une réponse à partir d'une requête et des documents qu'on lui a fournis. Il y a la partie retriever aussi. Et donc il y a des métriques, des scores, comme RAGAS, qui est un score qui est pas mal utilisé, qui permet d'évaluer ces deux niveaux, la génération et le retriever, à travers différentes métriques. On a ensuite d'autres métriques qu'on peut utiliser, des métriques d'usage global. Globalement, je ne vais pas toutes les lister, mais on a des choses comme la negative rejection, la capacité d'un modèle à s'abstraindre s'il n'a pas la réponse. On n'a pas envie que globalement le modèle invente des réponses, et donc on veut qu'il nous dise « je ne sais pas répondre », et on préfère ça qu'il nous invente une réponse. Il y a pas mal d'autres métriques qu'on peut utiliser en fonction des cas d'usage. Ensuite, on a les métriques de performance technique et on peut aussi dire les métriques d'efficience. Donc, la performance technique, ça va être globalement la latence, le temps de réponse qu'on peut avoir sur notre solution. Et les métriques d'efficience, c'est les coûts. Les coûts, on peut avoir des coûts financiers pour chacune des requêtes et également des coûts environnementaux sur l'impact carbone que peut avoir une requête. Et donc, on va travailler l'efficience, donc garder la meilleure performance, mais avec le moins de coûts possible sur ces deux niveaux. Et enfin, les métriques centrées utilisateurs. Comment on construit une solution qui est user-centrique et comment on mesure ça? Globalement, on a la satisfaction des utilisateurs qu'on va pouvoir mesurer à travers directement des feedbacks sur l'application ou on va pouvoir la mesurer de manière indirecte. Par exemple, si je suis sur ChatGPT et que je demande 15 fois de reformuler la réponse qu'il me fait, je peux me douter, en tant qu'évaluateur, que les réponses attendues ne me conviennent pas forcément. Donc, c'est un moyen de récupérer du feedback utilisateur. Et on va également avoir les métriques d'engagement assez classiques sur une solution, sur le nombre d'interactions, la durée des interactions, etc. Donc, on s'est outillé, on a défini des métriques, et maintenant, il faut identifier les points qui sont liés à la performance de votre solution. C'est globalement sur quoi on va agir pour améliorer nos performances. Et là, il y a différents points. J'en ai listé 5 ici. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'est les points principaux. Le premier, c'est le choix des LLM et des modèles d'embedding qu'on va utiliser. En fait, le modèle qu'on va utiliser va avoir un gros impact sur la performance finale.
Sur ce point-là, je pense il y a pas mal de benchmarks qui existent et qui sont publics. Je conseille de ne pas faire des benchmarks personnels dans vos équipes. Utilisez ces benchmarks, les modèles évoluent assez vite et si vous passez trop de temps et d'énergie à faire vos propres benchmarks, c'est du temps gâché. Donc utilisez les benchmarks qui existent et globalement ça va plutôt bien marcher. Ensuite, on a la stratégie de chunking, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur comment on découpe les documents aux bons endroits pour garder un maximum le sens du document. Si je le découpe au milieu d'un paragraphe et que je vectorise, globalement, on va perdre du sens. Donc, il y a tout un tas de stratégies pour découper ces documents et faire du chunk. Ensuite, on a le prompt engineering, qui est quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler et globalement, c'est celui qui est le plus intuitif. C'est comment on va donner les meilleures instructions à notre modèle. Alors là encore, il y a plein de stratégies. On peut formater d'une certaine manière, on peut décomposer les instructions qu'on donne à notre modèle, on va pouvoir ajouter des données externes. Enfin, il y a plein de stratégies qu'il convient de bien maîtriser. Ensuite, il y a le fait d'étoffer la base vectorielle. Souvent, on a en tête qu'il faut beaucoup de données dans une base vectorielle. C'est en partie vrai. Mais il y a autre chose qui est moins obvious, c'est d'avoir une base vectorielle qui va être représentative. Imaginons, j'ai un chatbot qui est expert en histoire française par exemple. Donc je lui pose des questions, mais si dans notre base vectorielle, j'ai que des documents sur l'histoire américaine, je vais avoir, même si ma base vectorielle est fournie, en fait, les réponses, elles seront pas bonnes parce que la base n'est pas représentative. Et donc ça, c'est un gros enjeu sur lequel il convient de travailler. Et pour ça, vous pouvez représenter vos bases vectorielles dans des espaces 3D, des espaces vectoriels, et voir un peu, quand les questions arrivent, est-ce qu'elles sont similaires aux documents que vous avez dans votre base vectorielle. C'est un moyen de vérifier qu'elle est représentative. Et pour finir, le dernier point, c'est l'optimisation du retriever. C'est comment on récupère les documents basés sur notre question. Et si on ne récupère pas les bons documents, pareil, le LLM, même s'il est très bon, il ne va pas nous donner une réponse qui nous satisfait. Donc, point hyper important, c'est bien récupérer les documents pertinents et qui vont nous permettre de répondre à la question. Donc, voilà pour les points de performance sur lesquels on va itérer. Donc, si je résume, on a un outil pour monitorer, on a des métriques qu'on a définies et on a des points où on sait qu'on va, enfin des points critiques sur lesquels on va itérer. Et maintenant, on va vouloir évaluer les performances de notre solution. Et pour évaluer, la première chose à faire, c'est de construire une source de vérité. C'est globalement, on va construire ce qu'on appelle une grande trousse. On peut visualiser ça comme un fichier Excel où on va avoir des questions et des réponses. Et pour chacune des questions qu'on va créer, on va faire une réponse type, qu'on souhaite attendre. Et pour faire cette ground truth, cette source de vérité, globalement, ça prend du temps parce qu'il va falloir, encore une fois, que ce soit représentatif et on va avoir un coût humain assez fort. Pour réduire ce coût humain, on peut utiliser des données synthétiques. Je vous ai mis en dessous le lien du comptoir qui a été fait par Nicolas Cavallo sur justement l'évaluation de projet RAG et il parle pas mal de toutes ces choses-là sur comment automatiser. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Une fois qu'on a cette source de vérité, on va automatiser des tests de prédiction. On va faire prédire notre solution, on va lui faire prédire la réponse aux questions qu'on a définies. Et ensuite, on va devoir comparer les prédictions qu'on a eues avec celles qu'on avait construites en source de vérité. Et encore une fois, évaluer, donc comparer ces deux résultats, c'est quelque chose qui va coûter du temps humain. Et il y a aussi une manière d'accélérer ça et de gagner, d'industrialiser un peu, d'automatiser tout ce sujet grâce à ce qu'on appelle des LLM as judge. C'est, on a le résultat attendu, on a le résultat qui a été fait par notre solution et on va avoir un LLM qui remplace en quelque sorte l'évaluateur humain et qui nous dit la comparaison donne un score de pertinence de temps. Donc voilà pour la partie industrialisée et automatisée, comment on va pouvoir accélérer le développement et la mise en production de nos cas d'usage. Une fois qu'on a développé pas mal de cas d'usage, qu'on en a pas mal qui sont en production, on souhaite passer à l'échelle et souvent, les problèmes que l'on rencontre quand on passe à l'échelle, il y en a plusieurs, j'en ai listé 3. Il y a le coût financier. C'est que demain, vous mettez une solution en production avec de l'IA générative en particulier, vous allez avoir des coûts, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, vous allez avoir des coûts assez conséquents.
des coûts qui proviennent des requêtes LLM, des requêtes d'embedding et également des évaluations que vous allez faire parce que vous allez faire des requêtes sur des LLM as judge. Donc ça, il faut gérer ces coûts financiers. La deuxième chose, c'est la gestion des quotas. On n'y pense pas souvent et moi je l'ai vu plusieurs fois en mission. On arrive, on a notre solution en production et là on se rend compte qu'on a des quotas sur l'utilisation des requêtes. Et ça, c'est assez embêtant parce que si vous ne pouvez plus utiliser vos LLM, bah, globalement, votre solution, elle ne tourne plus. Donc, il faut gérer le quota sur les nombres de requêtes, sur les tokens, et également avoir des service level agreements avec votre moyen de consommer des LLM. Et typiquement, tous les clouds, enfin toutes les méthodes de consommation ne fournissent pas des SLA. Et enfin, c'est la performance. C'est comment on maintient des temps de réponse, des performances qui sont pertinentes. Et là, il va falloir travailler sur la performance des modèles, l'optimisation du RAG et sur pas mal de choses. Et l'un des moyens de gérer ces problématiques que je présente lors du passage à l'échelle, c'est d'harmoniser et de mutualiser vos ressources et vos façons de faire. Et pour moi, il y a 3 parties qu'on peut harmoniser et mutualiser. La première, donc c'est celle qu'on voit en bas, le socle, c'est l'infrastructure. C'est fournir des infrastructures qui sont transverses à tous vos projets. Ça peut être on-cloud ou on-premise, hein, selon les besoins que vous avez. Et vous allez fournir des briques d'infrastructure que vous partagez, mutualisez sur vos différents projets. On peut avoir des load balancers qui vont nous permettre de répartir les requêtes sur différents modèles. On va avoir des briques de FinOps, de monitoring. On peut avoir des ressources d'inférence qui vont nous permettre d'héberger des modèles sur des machines virtuelles et stocker nos propres modèles. Alors, tout ce qui est sur les bases vectorielles, etc. Donc, notre socle, l'infrastructure, qu'on harmonise à l'échelle du groupe sur les différents projets et qu'on mutualise. Ensuite, on a le deuxième niveau, c'est ce qu'on peut appeler le LLM as a service. On va avoir une librairie de modèles qu'on met à disposition de nos projets. On va avoir donc les LLM et les embeddings, un peu les core modèles, les modèles publics. On peut avoir également des modèles qu'on a customisés, qu'on a fine-tunés et qu'on va encore une fois mettre à disposition. Et on peut aussi avoir des agents. Aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus utilisé. On peut également mettre à disposition des projets des agents qui pourront être utilisés. Et le dernier niveau, c'est des outils IA packagés qu'on met à disposition de ces projets une nouvelle fois. On va avoir des templates pour construire des RAG très rapidement sur des sources de données. Je vous ai parlé tout à l'heure des métriques d'évaluation. Pareil, on peut mettre tout un tas de métriques d'évaluation à disposition. On va avoir tout ce qui est garde-fou, responsible AI, tous ces sujets très intéressants et très critiques qu'on peut mettre à disposition et pour lesquels tous les projets n'ont pas le temps d'investir de l'énergie là-dessus. Et enfin, le dernier niveau, qui est hyper important et qui est une contrainte sur laquelle on ne peut pas passer, c'est l'adoption. Vous avez des solutions qui sont pertinentes, performantes, et vous voulez qu'elles soient utilisées et adoptées par vos utilisateurs. Ça va passer par plusieurs choses. La première, c'est la confiance qu'ont les utilisateurs dans votre solution. C'est créer des solutions qui sont user-centric. Ça passe par plein de choses, mais notamment la régularité. Hein, si on veut que nos réponses soient tout le temps régulières, donc si elles sont bonnes un jour, qu'elles soient bonnes le lendemain, et qu'on n'ait pas des pics de performance. On veut, et c'est assez complexe, hein, c'est un sujet assez complexe en IA générative, mais c'est l'explicabilité. Ça a été beaucoup travaillé sur l'IA traditionnelle, et pareil, c'était un des requirements pour beaucoup de métiers à l'adoption. C'est comment, lorsque l'IA générative nous donne une réponse, on est capable d'expliquer le cheminement de pensée pour répondre à cette question et qui a amené à cette réponse. Ensuite, on a la partie engagement RSE. C'est globalement, vous avez construit une solution, comment elle intègre les valeurs et les engagements de votre entreprise. Sur le plan social, comment on va utiliser ces solutions. Est-ce qu'elles sont pas biaisées? Est-ce qu'il y a une équité dans les réponses? Et sur le plan environnemental, est-ce que l'impact carbone pour faire les actions qu'on fait avec l'IA générative n'est pas trop gros? Et est-ce que les usages sont maîtrisés? Donc ça passe par beaucoup de sensibilisation, une maîtrise des usages, ça passe par beaucoup de choses. Et enfin, une grosse contrainte, encore une fois, sur laquelle on ne peut pas lésigner, c'est la sécurité et la compliance. C'est comment on s'assure que nos solutions sont sécurisées.
on envoie des données au LLM, les LLM nous renvoient des données, il faut que tout ça soit sécurisé. Il faut qu'on mette en place des guardrails, des garde-fous qui nous permettent de bien mesurer les interactions qu'on a avec le LLM. Il y a un sujet également de propriété intellectuelle et de copyright, ce qui est généré par un LLM, à qui ça appartient. Alors avec le sommet de l'IA qui a eu cette semaine, c'est un gros sujet et c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu. C'est encore en cours d'évolution, mais ça va être un sujet à prendre en compte très fortement. Il y a tout la RGPD et les sujets d'équité. Donc voilà globalement pour la compréhension des différents enjeux. Et encore une fois, je l'ai précisé au début, mais je le redis, l'adoption, c'est pas niveau 4, c'est pas séquentiel. L'adoption, ça commence dès le début. C'est plus que la maturité sur ce niveau, pour moi, elle arrive souvent plus tard. Mais c'est quelque chose qu'il faut commencer dès le début. Maintenant qu'on a compris cet écosystème et ses enjeux, j'ai évoqué une deuxième chose pour moi qui était primordiale pour créer de la valeur grâce à l'IA. C'était le fait de coupler votre stratégie globale au delivery opérationnel. Et moi, le constat que je fais, que j'ai pu faire sur différents projets, c'est qu'il existe une vraie fracture entre le présent et le futur. C'est globalement, on a une grosse complexité à coupler une stratégie long terme aux enjeux opérationnels. Et bien souvent, il y a deux streams qui s'opposent. Il y a des guidelines de stratégie globale qui sont poussés par le top management et qui agissent comme un peu un cadre normatif, comme une contrainte sur les projets qu'on va avoir dans le delivery opérationnel. Typiquement sur le choix des technologies, sur les façons de faire les cas d'usage, etc. Et dans un second temps, on a un autre stream où le delivery opérationnel des projets et les différents choix qu'on va effectuer tout au long du projet, que ce soit du cadrage à la mise en production, tous les choix qu'on va faire vont directement ou indirectement remodeler cette stratégie long terme qui a été définie. Et ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Il peut y avoir des façons de remodeler cette stratégie qui sont pertinentes. En tout cas, c'est des choses qui ne sont pas forcément souhaitées ou en tout cas pas forcément mesurées. Et ça, c'est un risque. L'une des solutions que je vois pour mieux lier ces deux niveaux de valeur, hein, le delivery opérationnel et la stratégie long terme, c'est de mesurer et de rajouter aux enjeux du delivery opérationnel le fait de contribuer au patrimoine de l'IA de l'entreprise. Et contribuer au patrimoine IA de l'entreprise, globalement, ça revient à favoriser et à construire cette stratégie long terme. Et pour faire ça, je pense qu'on peut mesurer et valoriser l'impact sur la stratégie long terme à travers la définition, la mesure et la valorisation de KPI d'impact sur cette stratégie long terme. Et ces KPI, alors je vous ai mis des exemples et je vous laisserai rebondir dans la phase de questions-réponses sur ce que ça vous évoque. Mais on peut définir tout un tas de KPI d'impact sur votre stratégie et votre patrimoine. On peut avoir des impacts sur le patrimoine culturel. Par exemple, le nombre de personnes qui ont participé à un projet IA, le nombre de personnes qui ont été formées grâce à votre projet. Ça, c'est des choses qu'on ne mesure pas, mais qui sont hyper pertinentes et importantes et qui vont dans cette stratégie long terme. Ça, c'est pour le patrimoine culturel. On a le patrimoine de données, hein, le pourcentage de données que vous avez centralisé grâce à ce projet, les données vectorisées. Je parlais tout à l'heure de ground truth. Pareil, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser et qui vont construire le patrimoine de l'entreprise. Et enfin, on a le patrimoine architectural sur les outils communautaires. Je montrais les trois niveaux, infra, LLM as a service et les AI tools. Ça rentre dans le patrimoine architectural et de la stratégie. Et il est important de les mesurer et de les valoriser. Donc voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si ce que ça vous évoque et ça m'intéresserait d'avoir vos retours sur cette partie. Avant de passer aux questions, je vous parle rapidement de l'actu Octo. Ce comptoir, il était aussi dans le but de promouvoir notre conférence qui a lieu le 18 mars. Cette année, cette conférence sur donc la grosse conférence data et IA. Le sujet, c'est la Gen AI 2 ans après, quel est le bilan? On va également parler de plateforme data et IA. Globalement, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de places, moins d'une trentaine de places. Donc, si vous voulez venir, faites très vite parce que ça va partir vite. Il y a également, chez Octo, on publie des livres blancs. Et récemment, il y a Culture, Data et Industrie
le volume 2 qui est sorti, donc publié par Frédéric Duvivier. Je vous invite à le télécharger si ça vous intéresse sur le site Octo. On donne également des formations sur l'IA générative, sur l'IA en général et sur plein d'autres sujets. Là, notamment sur la sensibilisation à l'intelligence artificielle générative et à ses enjeux. Et dernier point, c'est que jeudi 6 mars, il y aura un nouveau comptoir sur la conception inclusive et comment créer pour tout le monde avec tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi si ça vous intéresse. Merci à tous pour votre présence et passez une bonne journée.